Semaine d'entraide d'hiver à Paris. Des milliers de bonnes volontés ont répondu à l'émouvant appel adressé par le maréchal Pétain. Songeant à ceux qu'il faut défendre contre les rigueurs de l'hiver, ces jeunes gens, poussant de vieilles voitures à bras ou portant de simples paniers, ont de porte en porte reçu les dons qui ont été préparés à leur intention. Il est véritablement réconfortant de constater l'esprit de fraternité et de solidarité qui a animé tous les Français. Tous, même les plus pauvres, ont tenu à collaborer à l'entraide. Tous ont compris, comme l'a déclaré le maréchal, qu'il s'agissait ici d'un devoir national. Dans un grand stade berlinois, 10 000 spectateurs assistent à une importante rencontre sportive entre les équipes nationales allemandes et finlandaises. Les athlètes allemands ont remporté la victoire par 346 points contre 342. Compétition sportive dans les environs de Paris. Différentes équipes sélectionnées de l'armée allemande disputent une originale course de relais d'un caractère éminemment sportif, certes, mais qui peut être également considéré comme un exercice d'entraînement. Du coureur à pied au cycliste, le témoin vole de main en main. Les concurrents sont tantôt en tenue complète de campagne, tantôt en simple tenue sportive. Place maintenant aux motorisés. C'est en moto, sur un terrain des plus variés, que va se poursuivre la course. Comme nous le voyons ici, le parcours a été minutieusement choisi afin d'accumuler de nombreuses difficultés. Après la moto, le camion lourd. Le témoin échoua maintenant à un groupe de combat. Et les difficultés continuent à surgir. Alerte au gaz. Cela ne semble pas suffire aux organisateurs de l'épreuve. Et voici à présent le passage d'une rivière à l'aide de petits canots pneumatiques. On approche du but, course de vitesse. À
Après les 400 mètres, c'est en tenue de sport que se court le 1000 mètres qui termine la course. Devant la gare d'Aulnay-sous-Bois, les équipes gagnantes reçoivent la récompense de leurs efforts. Un grand cirque parisien vient de rouvrir ses portes. Nous assistons ici aux derniers préparatifs et à la mise au point du spectacle d'inauguration avant la répétition générale. Après les classiques clowns musiciens, les Augustes. Et parmi tant d'autres, le remarquable ensemble des Révéros. En Chine, dans une petite ville de la province de Shantung, a lieu chaque année une cérémonie célébrant l'anniversaire de la naissance du grand philosophe Confucius. Confucius est honoré par les Chinois à l'égal d'une divinité, sa philosophie personnifiant véritablement toute la science morale et politique de la Chine. On sait que le nouveau gouvernement chinois attache une grande importance à ce genre de manifestation afin de donner une valeur primordiale aux grandes figures de l'Empire du Milieu. À Munich est célébré avec le cérémonial habituel l'anniversaire du 9 novembre. Chaque année, à cette date, un cortège emprunte le même chemin que celui qui fut parcouru il y a 17 ans par la phalange d'hommes qui entouraient Adolf Hitler. Le ministre Rudolf Hess, au moment où il dépose une couronne. Dans le même instant avait lieu à Paris une cérémonie commémorant également ce 9 novembre et au cours de laquelle le Staffelführer Wächter a pris la parole. De jeunes légionnaires roumains, au cours d'un voyage en Allemagne, ont tenu à déposer une couronne de fleurs sur la tombe de Herbert Norkus, qui tomba pour la cause du national-socialisme. Une intense activité diplomatique règne sur notre vieux continent. M. Serrano Suñer, ministre des Affaires étrangères d'Espagne, que nous voyons ici lors de son récent séjour à Paris, vient d'avoir d'importants entretiens avec le Führer et le comte Schiano. Il s'est également longuement entretenu avec M. Pierre Laval, qui, en coopération étroite avec le maréchal Pétain et avec le concours de M. de Brinon, poursuit la politique de collaboration dont les premières bases ont été jetées lors de l'entrevue historique de Montoire. Parallèlement, la visite à Berlin de M. Molotov, que nous voyons ici accueilli à sa descente de train par M. von Ribbentrop, montre clairement que la Russie suit avec sympathie l'édification de l'Union européenne. En outre, ce voyage, qui est le premier déplacement à l'étranger du commissaire soviétique, revêt une importance exceptionnelle puisqu'il a lieu quelques jours après les entretiens que le Führer a eus avec le maréchal Pétain, le général Franco et M. Mussolini.
Monsieur Molotov et sa suite arrivent au château de Bellevue, demeure berlinoise des hôtes d'honneur du Reich. Un entretien a lieu tout d'abord avec Monsieur von Ribbentrop. Ce premier contact prouve non seulement la réalité des rapports germano-russes, mais il annonce aussi leur consolidation. Le lendemain, M. Molotov, à son arrivée à la nouvelle chancellerie, est accueilli par le ministre d'État Meissner, qui le conduit aussitôt auprès du Führer chancelier. La conversation s'est immédiatement engagée sur les questions intéressant les relations amicales germano-russes, sur les répercussions amenées par la conclusion du pacte tripartite, ainsi que par les entretiens de Montoire, de Hendaye et de Florence. À l'issue du déjeuner officiel au Kaiserhof, une réception a lieu dans les salons de la chancellerie, à laquelle assistent d'importantes personnalités politiques, militaires et économiques des deux grandes puissances. Un contre-torpilleur allemand a pris la mer afin d'aller effectuer au large des côtes hollandaises une mission de contre-blocus. Un cargo est en vue. Par radio, l'ordre lui est donné de stopper. Tandis qu'une chaloupe se rend à son bord afin de la raisonner. La cargaison, aussitôt visitée, est suspecte. Et l'équipage doit se rendre à bord du contre-torpilleur. Dans 30 minutes, le cargo va être coulé. Quelques heures plus tard, un autre navire marchand est signalé. Malgré les ordres répétés par radio et par signaux, il refuse de stopper. Une dernière sommation. Et la torpille est lancée. Ainsi, la guerre étend son hideux cortège de ruines et de misère. Et ceux qui souffrent ne peuvent que penser avec amertume à ces offres de paix de juillet dernier, qui, si elles avaient été prises seulement en considération, auraient pu mettre un terme à l'affreuse tuerie qui ensanglante notre monde.